Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne en ce mardi après-midi. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous êtes devant votre téléviseur pour pouvoir écouter nos spécialistes. Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Cet après-midi, nous faisons une émission spéciale en l'honneur, j'ai envie de dire, de George Floyd. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est ce noir américain qui a été abattu par la police aux États-Unis et aujourd'hui, d'ailleurs, se déroulent ses obsèques à Houston, je pense, voilà. Donc, j'ai l'avantage de recevoir cet après-midi Mika Valentin. Bonjour, merci beaucoup. C'est Milka Valentin, maître de conférence à l'Université des Antilles, spécialiste en civilisation hispano-américaine et caribéenne. Merci beaucoup. Dois-je vous appeler docteur? Oh, non, ce n'est pas nécessaire. Appelez-moi Milka. Milka. Et nous avons aussi l'honneur d'avoir Juliette Smeralda avec nous. Bonsoir Juliette. Bonsoir, merci Manu. beaucoup. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Docteur en sociologie. Voilà. Merci. Donc aujourd'hui, ce que je voulais aimer qu'on puisse expliquer à nos téléspectateurs qui nous regardent, parce que depuis la mort de ce noir américain, il y a beaucoup de personnes qui se disent historiens, on entend beaucoup de choses, on ne sait plus. Après, il y a eu les statuts qui ont été déboulonnés, donc chacun y va de son... Tout le monde est journaliste, voilà, donc j'ai préféré quand même avoir des gens qui savent, qui connaissent et qui puissent expliquer à la population qui nous écoute ça. La grosse question, me semble, enfin, de mon avis aujourd'hui, la France, l'Angleterre, d'autres pays du monde, et commencer par les États-Unis, tout le monde dit que plus jamais ça. Est-ce que vous pensez que ce sera véritablement plus jamais ça? Est-ce que la mort de ce citoyen américain va véritablement changer, non seulement sur les violences policières, mais aussi sur le comportement que nous avons, la crise que nous passons avec le coronavirus aussi? Est-ce que nous sommes dans une période charnière où le monde va changer, les mentalités vont changer et on pourra avoir demain un monde meilleur? Milka. Oh là là. Très lourde question. Mais vous savez très bien que nous entendons souvent ce slogan, nous pourrons dire, plus jamais ça. Ouais. Et à maintes occasions, dans les cas de violence des hommes faits aux femmes, etc., et ça revient sur le tapis. Ce qui veut donc dire que c'est vrai que la mort de George Floyd a peut-être déclenché des réactions dans le monde entier et a amené une légère prise de conscience des réalités. Mais je crois que la question qui se pose, elle est plus profonde. C'est-à-dire qu'il faut aller plus profondément dans la question pour pouvoir effectivement trouver des solutions radicales à la question du racisme. Et ce terme-là, je ne l'aime pas non plus. Le terme racisme, je pense qu'il faudra qu'on en discute ce soir pour voir si c'est le terme qui est approprié pour ce qui se passe. D'accord. Juliette? Alors, sur la question du contexte dans lequel se déroule, on va dire, cette sorte de réaction mondialisée, puisque on est effectivement dans un monde globalisé, avec les réseaux, avec les télés. Chaque pays, d'ailleurs on a vu que les pays n'ont pas réagi en même temps, chaque pays a pris position à mesure, je pense que c'est lié au politiquement correct, au désir d'apparaître politiquement correct ou mondialement correct ou humainement correct, mais on connaît l'hypocrisie des sociétés modernes et on sait bien que chaque pays couvre son petit racisme depuis des décennies, des siècles même, puisque la plupart des pays européens ont été des pays colonisateurs et avant esclavagistes. Ils couvrent encore en leur sein, à travers leurs statuts, leurs grands hommes qu'ils vénèrent dans leurs livres, etc., des tonnes d'esclavagistes qui n'ont jamais balayé devant leur porte, ils n'ont jamais fait le nettoyage qu'il fallait. Et le premier à qui on va reprocher de ne pas l'avoir fait, c'est la France. La France
qui couvre jusqu'à dans toutes ces colonies, qui protègent ces grands hommes, qui impose à ces descendants des esclavagés et aux jeunes d'aujourd'hui une histoire qui n'est pas la leur et qui garde l'éducation nationale comme une espèce de pouvoir régalien bien protégé, et on n'a pas le droit de toucher au système scolaire, à l'éducation ici. Donc pas question non plus de mettre notre histoire dans cette, puisque nous on n'a pas la possibilité de faire l'histoire, de faire les programmes, etc. Et ce qui est étonnant quand même, c'est de voir que nos historiens, nos grands historiens, les anciens, les nouveaux, les improvisés et les vraiment formés, voient tout le monde, effectivement, qu'à décliner les problèmes qui se passent actuellement à l'aune de leurs petits intérêts. Parce que c'est d'abord cela que je sens, que je lis à travers les textes que tout le monde s'est cru bon de publier, parce qu'il faut montrer à ses allégeances maçonniques et tout le reste, à l'État français et à ses collègues avec qui on se retrouve dans des cercles bien privilégiés. Il faut montrer qu'on est aussi solidairement correct. Le mot correct est à la mode et tout le monde veut montrer qu'il prend position. Absolument. Le problème, c'est qu'on est dans une espèce de cafouillage, dans une espèce de foutage de gueule, et je le dis comme je le pense, et qui est, mais vraiment, si vous prenez 2 secondes pour réfléchir sur ce qui se passe, c'est vraiment un sentiment de révolte que vous éprouvez. Absolument. Et devant notre réalité, il faut surtout pas, il faut qu'on garde la tête froide. Il faut pas que ça le sente trop, voilà, et que nous soyons troublés par ça. Donc il faut garder la tête froide et analyser ce qui se passe. Donc je vous remercie, Monsieur Granier, pour l'émission qui va nous donner à nous deux, à Milka et à moi, peut-être l'occasion de clarifier certains aspects de l'enjeu plutôt de ce qui est en train de se passer là. Et puis interroger notre société que très hypocritement, très sournoisement, on fait semblant de mettre à l'abri d'une sorte de démocratie qui serait, elle, épargnée, voilà, alors que nous sommes en train de vivre une forme de colonisation inédite, une substitution de nos populations inédite, un remplacement de tous nos cadres inédits par des cadres français. Il n'y a aucune place pour nous dans ce pays, aucune élite, ni intellectuelle, ni politique, ne se sent inquiétée par cette situation, et le pays échappe totalement à nous qui sommes censés être, soi-disant, les vrais habitants, enfin en tout cas les majoritaires de ce pays. Et chaque fois qu'on ouvre la bouche pour dénoncer un fait de racisme très officiel, institutionnel, on nous traite de racisme. Ouais. Et c'est là, c'est cette posture-là de nos intellectuels et élites qu'il nous faudra donc interroger aussi. Voilà. D'accord. Alors, on va commencer par les États-Unis. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut parler du racisme aux États-Unis? D'accord, on peut parler de l'esclavage, on voit un petit peu d'où ça vient, mais... Alors, oui, donc, en 2020, quoi. Oui, en 2020. C'est-à-dire que, bon, on est souvent... on croit souvent que le racisme est une conséquence de l'esclavage. C'est ce qu'on croit. Mais en réalité, ce n'est pas vrai, puisque l'esclavage existe avant le racisme. L'esclavage, c'est un fait historique entre Européens. Ce sont les Européens qui ont esclavisé des Européens. Et c'est d'ailleurs le mot esclave vient de slave. Donc tous les Slaves étaient des esclaves des Européens. On a eu de l'esclavage chez les Roumains, on a eu des esclaves entre l'Europe et aussi entre l'Afrique du Nord, notamment dans les harems du nord de l'Afrique. La traite des Blanches. La traite des Blanches. Mmh. Ce qui veut donc dire que l'esclavage n'est pas la source du racisme. Ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui prouve? Je dis l'esclavage des Noirs, ou bien le concept de l'esclavage n'est pas la source du racisme. La principale source du racisme, c'est la mise hors humanité des Africains, des Noirs. Je ne veux même plus les appeler ni Noirs, ni Africains, des Kamites. Kamites, oui. Parce qu'effectivement, les pseudo-africains ne se sont jamais appelés africains, ils se sont appelés Kamites. Donc, ils savaient comment ils s'appelaient. D'accord. Donc, c'est la mise hors humanité des Kamites qui est à la source du racisme.
Et cette mise hors humanité se fait exactement avec une bulle papale que nous connaissons, qui est la bulle papale de Nicolas V. Enfin, même pas, peut-être un peu plus après, surtout en 1550, à la controverse de Valladolid. Donc déjà, en 1454, on a une bulle papale qui dit qu'on va réduire les Noirs en esclavage parce que là, c'est parce qu'ils étaient des païens. Ils n'ont pas d'âme. C'était des païens. Mais en 1550, on déclare que les Africains n'ont pas d'âme. Donc, ils ne sont pas des êtres humains. Et à partir de ce moment, va commencer, et donc, comme ils ne sont pas des êtres humains, ils sont donc plus aptes encore à être esclaves, à être esclavisés. Ce qui veut donc dire qu'à partir de ce moment-là, il y a une fusion entre la notion de noir et la notion d'esclavage et qui découle le racisme. Donc, quand on lit, quand on fait des recherches, on se rend compte que le mot noir n'est pas un qualificatif qui correspond au kamite. Les noirs existent dans la cosmogonie, dans la vision des blancs, parce que c'est une classification sociale. Un noir, un nègre, d'ailleurs vous le voyez, vous avez souvent entendu dire que j'ai un nègre. Enfin, les blancs, que par exemple, quand ils ont un écrivain qui écrit pour eux, c'est leur nègre. Et pourtant, il n'est pas plus noir que moi, hein, d'accord? Oui. Donc, ce qui veut donc dire que la notion de nègre, la notion de noir... D'ailleurs, même s'il s'adresse, même s'il parle d'un blanc, voilà, qui aurait écrit pour lui. Voilà, hein. c'est ça. Oui, c'est-à-dire que la ouais. notion de noir ou la notion de nègre Ouais. et même la notion de blanc, ce sont des notions sociales, c'est-à-dire de hiérarchisation sociale. Ce qui veut donc dire qu'il y a beaucoup de confusion, justement, que l'on gagnerait à clarifier, surtout dans le cadre de l'école. Parce que effectivement, si nous-mêmes, en tant que kamites, nous intériorisons la vision que moi je ne les appelle pas blancs, pour moi ce sont les eurasiatiques, les leucodermes. Donc il nous faut encore réviser notre vocabulaire. C'est quoi le terme? Leucodermes, parce que nous sommes des mélanodermes. Et eux sont des leucodermes, des peaux claires, des peaux blanches et des peaux noires. Donc ce qui veut donc dire que il faudrait que, effectivement, dans le cadre des institutions, mais comme ces institutions ne nous appartiennent pas, et notamment l'institution scolaire ne nous appartient pas, donc on ne peut pas faire le travail d'apporter la connaissance, d'apporter le savoir pour que justement les gens sortent de l'imaginaire colonial, globalisant, qui a globalisé le monde, parce que ce n'est pas seulement le racisme qui maintient. Voilà. Et la manière dont le racisme se diffuse. Voilà. Vous voyez, vous avez beaucoup d'enfants, de parents qui ont des enfants très sains, tant qu'ils les gardent et qu'ils les instruisent à la maison. Dès qu'ils mettent les enfants à l'école, les enfants reviennent avec « je n'aime pas mes cheveux, je n'aime pas ma couleur, je veux me changer ». Il se passe quelque chose dans le système scolaire que nous n'arrivons pas, parce que dans nos pays, bien entendu, on est en République, n'est-ce pas? On ne fait pas d'enquête pour comprendre comment ça vient, par quoi ça passe. Eh bien, tous les parents qui ont observé le phénomène vous disent « mon enfant allait bien ». Jusqu'au jour où je l'ai mis à l'école. Et à l'école, on vous dira que ça n'est pas le lieu. On n'enseigne pas. Mais dans les livres, on voit de plus en plus de gens qui montrent. Regardez comment on apprend sournoisement aux enfants blancs que l'enfant noir n'est pas normal. On le compare à un singe ou bien... Il est toujours un peu... Alors, ce sont des messages presque subliminaux qui sont subliminaux dans tous les manuels, mais aussi non seulement les manuels, mais dans les médias, dans tout ce que nous voyons, qui incitent justement le noir, enfin, le kamite, à se regarder comme un être étrange. Et étrange à lui-même. Et ce qu'on lui reproche d'être un alien, et c'est pour ça que je dis à tous les nôtres qui sont entrés dans un vocabulaire d'ailleurs que Fanon
a construit et que nous n'avons pas déconstruit, parce qu'à l'époque de Fanon arrive en France comme mulâtre, persuadé qu'il est privilégié, puisque à la Martinique il est privilégié, puis il arrive en France et boum, on le traite comme un nègre, on le rejette, il se promène avec une femme blanche, on l'arrête, on le tabasse, on lui dit qu'il se livre à la traite des blanches, il est complètement... Donc il écrit peau noire, masque blanc. Et c'est pas parce qu'il était... C'est après que Fanon a changé et qu'il donne véritablement quelque chose de la dénonciation du colonialisme et tout. Mais dans peau noire, masque blanc, Fanon pousse un cri parce qu'il découvre qu'on le traite comme un nègre et il ne supporte pas cette situation-là. Alors, je voulais rebondir, tu permets ? Je t'en prie. Je voulais rebondir sur la question du racisme parce que ta question a été, bien sûr qu'il faut interroger l'origine du phénomène, et ta question, Amilca, a été aux États-Unis. Est-ce qu'il y a du racisme ou comment nommer ce qui se passe aux États-Unis ? Et on peut se poser la question de la même façon pour la France, pour la Hollande, la Suède, la Norvège, le Brésil. Les Noirs dans le monde entier sont malmenés. La seule chose qu'on sait, c'est qu'aux États-Unis, qui est peut-être plus violente encore comme civilisation, parce que c'est une somme de déportés. Tu vois, la différence avec la France, c'est qu'elle a ses colonies en dehors de son territoire. Les États-Unis sont formés d'une masse d'immigrés, de gens qui viennent volontairement ou qui sont déportés, comme nos ancêtres sont déportés. Il se trouve que ceux qui les déportent sont eux-mêmes des terres rapportées, mais qui ont un projet d'exterminer la population qui est en place ou bien de la mettre en réserve et puis de prendre sa place. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui continue à se passer. Et donc, ces gens-là arrivent. Ils sont dans une situation de même précarité que les Noirs, qu'ils font venir pour travailler la terre. De même, ils n'ont pas de titre de propriété, ils se sont appropriés. Mais comme ils font venir les Noirs, ils se sentent, et ils sont effectivement les maîtres de la main-d'œuvre que les esclavagés vont constituer. La question, c'est que comme tous les Blancs l'ont fait à l'époque, ils ont toujours manqué d'intelligence, ils ont toujours réagi au coup par coup. Ils sont arrivés, et en France, on l'a vu avec nos colons, et c'est pour ça qu'on en viendra à parler de Schellcher, ils font venir de la main-d'œuvre tant qu'ils pensent que voilà, ça va amener la prospérité, il y aura de la main-d'œuvre gratuite pendant 2 siècles et demi. Il faut voir s'il y avait des réparations aujourd'hui, ce que les Européens auraient à nous donner. Donc, de la main-d'œuvre gratuite, et puis plus on en a, et puis la durée de vie d'un esclavagiste, c'est quoi ? C'est 5-7 ans maximum. 5-7 ans. Donc, des millions. Il y a parmi nous des gens, des intellectuels ou vrais ou pseudo-historiens qui nous parlent de 12 millions. Ça, c'est un tout petit chiffre. Non. Madame Diop nous a montré, Maës Diop, dans son livre La démographie et je ne sais quoi, qu'il y avait 800 millions d'Africains quand les Blancs arrivent en Afrique. Et quand ils en sortent, après la traite, il y en a 600 millions qui ont disparu. Il ne reste plus que 200 millions d'habitants. Où sont passés les 600 autres millions? Donc quand les Blancs nous disent, pendant des siècles, on fait ce trafic-là entre l'Europe, des tonnes de gens, d'Africains qui meurent, qui sont tués pendant leur capture, ou qui meurent sur les plantations au bout des 5-6 ans, 5-7 ans, et qu'il faut remplacer. C'est une espèce de machine qui a été mise en route et qui n'était incontrôlable jusqu'au jour où c'est l'Angleterre qui est la maîtresse des mers et qui dit bon, on va arrêter ce truc-là parce que ça commence à devenir trop cher. Ils ont accumulé parce que c'est dans les colonies, dans les Amériques, que naît le système capitaliste. Ce qui a permis l'accumulation du capital, qui permet aux Européens aujourd'hui de tenir la dragée haute aux nègres et à tous les autres, c'est cette accumulation du capital sur la base du travail gratuit. Ce travail gratuit qui leur a permis d'investir dans des usines, dans des modèles de société et puis de développer des banques. Le système européen moderne se développe sur la sueur des sangs des Noirs, des Kamites, sur leur travail et sur une profitation monumentale qu'on n'a jamais vue, inédite, en faisant ce que Milka a dit, en les déshumanisant, en décrétant que ce sont des meubles. Alors, aux États-Unis, ils y sont allés un peu moins dur, moins fort que les Français. Ils ont décidé que c'était de 3/4 d'hommes, je crois.
Ils étaient il restait un tiers d'hommes, mais on ne sait pas ce qu'on en a fait. Et les Français, ils nous ont mis carrément dans le bac des meubles, des biens meubles, des biens immeubles parfois, parce que voilà, nos ancêtres étaient vendus par paquet comme ça en tant que meubles. Donc voilà, le système qui a déshumanisé profondément notre peuple et qui fait que quand nous disons qu'il est aliéné, nous ne tenons pas à ses comptes. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a toujours tendance à regarder la victime, à l'accuser, et jusqu'à aujourd'hui, le discours qu'on entend... À l'accuser, voilà. C'est lui le responsable. C'est lui, il est aliéné, il ne s'en sort pas, et qui a trahi, nec van nec. Bon, tous les discours qu'on a et qui ont fait que nous avons déplacé des vrais bourreaux, notre regard des vrais bourreaux, et nous l'avons déplacé sur le nègre, qui est lui la victime, et que nous continuons à regarder, nous qui avons été dans cette bacchanale-là, nous continuons à regarder ceux qui ont souffert, c'est-à-dire nous-mêmes, comme étant les responsables d'une certaine façon. Parce que le dominant, qui est justement... qui a la clé du système scolaire, la clé des institutions, celui qui pense, qui dit comment il faut penser, ce que tous nos intellectuels font. J'entends des historiens dire oui, l'histoire se décline d'une certaine façon, on est neutre, etc. Mais je crois rêver. Est-ce qu'il y a une manière d'écrire l'histoire? Et est-ce que c'est la façon des Blancs qu'il faut adopter, puisque vous êtes dans une histoire dont on vous a imposée, et construite pour vous. Et puis on vous dit voilà comment il faut la lire. D'accord. Première ligne, deuxième. Donc la question du racisme, pour finir sur les États-Unis, on fait venir beaucoup de gens, bien sûr que beaucoup meurent, mais beaucoup restent. Et la question, c'est quand, après la guerre de sécession, on décide, enfin, il faut quand même libérer l'esclavage, pas parce qu'on a décidé d'en faire des hommes, mais parce que c'est un système qui est plus coûteux que de les laisser vivre et de profiter de leur travail non payé. Un peu comme tous les nègres qui habitent les prisons des Blancs aujourd'hui et qui sont utilisés dans les travaux publics. Travail gratuit encore, esclavage à nouveau. D'accord? Dans les prisons américaines, et c'est ce que la France veut faire avec les nôtres, qui sont aussi remplis de nos kamites. Et ce n'est pas des Blancs ni Mélates qui y a dans ces prisons, ce sont des Noirs qui sont dans les prisons des Blancs. Et partout dans le monde, j'ai fait un sondage, partout dans le monde, les gens savent, les prisons sont remplies. Partout. Où le monde blanc domine, et même chez nous, soi-disant, puisque nous serions maîtres de chez nous, eh bien, les prisons sont remplies d'hommes noirs. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là après la guerre de sécession? Et c'est ça, on a des grands penseurs africains-américains qui ont pensé. Quel effet ça fait d'être un problème? C'est Webb Du Bois qui dit ça. Quel effet ça fait d'être un problème? Et qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là, maintenant qu'ils sont libérés? Qu'est-ce qu'on en fait? Yo les nègres pour travail, pour créer richesse, mais yo pas les pour vivre pio. Ils ne veulent pas vivre. Donc les Noirs sont dans les ghettos encore aujourd'hui. Et même dans les couches favorisées de la population, quand il y a des Noirs qui sont assez riches pour aller dans des quartiers de Blancs, parce que c'est quand même une stratégie qu'on trouve dans notre communauté, eh bien, c'est Blanc qui a déménagé. Ils ne veulent pas vivre. Faut pas, Monsieur Granier, ne croyez pas que c'est chez les Américains. Vous avez ça à votre porte. Ici, vous l'avez à Didier, vous l'avez dans tous les ghettos blancs qui sont à la Martinique. Exact. Et qui ne sont formés que sur la base de la race et de la couleur. Parce que dans ces ghettos blancs, vous avez une majorité de Français qui viennent de la France entière. Donc ne me dites pas qu'ils se mettent ensemble parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils font le calalou de la même façon, le cassoulet de la même façon, ou enfin toutes leurs... Non, c'est juste sur la question de la couleur. Aux États-Unis, donc on est dans cette situation. On ne veut pas de la proximité des Noirs, mais on a besoin pour produire de la richesse. Parce que ce ne sont pas eux, comme ici, chez nous, ce ne sont pas les Noirs qui bénéficient des gros salaires et qui font que les riches deviennent riches. C'est le travail mal payé, sous-payé, impayé de nos populations qui sortent, qui sont des descendants d'esclavagés, qui enrichit. Et c'est pour cela que la France a des colonies. Donc, aux États-Unis, on est dans la même configuration, sauf qu'ils sont violents. Parce que les Noirs sont
encore, si vous voulez, enquistée dans le continent, dans le pays, alors que la France, elle a eu ses colonies en dehors de son territoire. Et du coup, elle a géré ça en grand seigneur, mais ces colons, ils continuent à faire la pluie et le beau temps dans ces territoires, mais voilà, le travail, disons que le rapport ne s'établit pas tout à fait de la même façon. Et vous avez encore nos grands intellectuels, historiens, vrais ou faux, qui vous disent qu'ils adorent leur grand-papa Bétier, parce que ça a l'air d'avoir du sens dans une problématique où il faut donner quand même la place à l'économique et au politique. Alors, je vous propose de voir un petit reportage que j'ai pris sur France Info. Oui. Ça m'a interpellé ce matin et nous l'avons retrouvé, donc on va vous le diffuser pour voir comment ça se passe. Les Noirs sont minoritaires aux États-Unis. On a voulu faire croire un instant qu'il y avait plus de Blancs tués par des Blancs, alors qu'en réalité, si on fait la proportion par rapport au nombre d'habitants de Blancs et de Noirs, et ça m'a interpellé, je me suis dit, je vais proposer ça, vous proposer aux téléspectateurs de regarder ça ensemble. On y va. Vous avez peut-être vu passer ces statistiques sur les homicides aux États-Unis en fonction de l'origine ethnique. Et à les croire, les Blancs seraient plus victimes de la police que les Noirs. La police américaine tue 2 fois plus de Blancs que de Noirs. Mais allez-y les gauchistes, continuez vos chouineries. 97% des Noirs tués aux États-Unis par des Noirs, 2% par la police. 80% des Blancs tués par des Noirs, 3% par la police. Fin de la blague. Alors, d'où viennent ces statistiques ? En 2015, Donald Trump, alors candidat à la présidentielle, avait partagé cette infographie avec les mêmes chiffres et une source qui n'existe pas. Ce visuel sous-entend que les Blancs sont plus tués par la police que les Noirs. C'est vrai, les policiers tuent plus de Blancs que de Noirs, mais attention, ces chiffres sont en valeur absolue, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte de la représentation de chaque groupe ethnique dans la population. Or, 61% de la population américaine est blanche et 13% est noire. Le Washington Post a comptabilisé les morts par balle de la police depuis 2015 et ils ont constaté une surreprésentation des Noirs. Le journal a calculé le ratio de personnes tuées par la police rapporté à leur population ethnique globale. Il y a eu 2416 victimes blanches de la police. En proportion, cela représente 12 blancs pour 1 million. Ensuite, il y a eu 1265 victimes noires. En proportion, cela représente 30 noirs pour 1 million. Un ratio 2 fois plus élevé que pour les blancs. Cette étude, publiée en 2019, arrive à une conclusion similaire. Les noirs ont plus de risques d'être tués par des policiers que les blancs, et c'est particulièrement vrai pour les hommes noirs. Sur 1000 hommes noirs nés aux États-Unis, on peut s'attendre à ce que l'un d'entre eux soit tué par la police. Ce risque est multiplié par 2,5 chez les hommes noirs en comparaison avec les hommes blancs. Dans d'autres études et dans certaines notions de criminologie, on a pu voir qu'il pouvait exister des craintes et des préjugés culturels dans la façon dont les policiers considèrent les Afro-Américains. Et cela fait qu'ils ont plus de risques d'être violents, d'escalader dans leurs interactions jusqu'à la mort. En résumé donc, les Afro-Américains ont plus de risques d'être tués par la police que leurs concitoyens blancs. Il est impossible d'affirmer que si les Noirs sont davantage victimes de la police, c'est lié au racisme des forces de l'ordre, car beaucoup d'autres facteurs rentrent en jeu. En revanche, on peut dire que ces chiffres qui circulent sur les réseaux sociaux sont clairement manipulés. Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Hein. De toutes les façons, on sait très bien que les pourcentages, ce sont les pourcentages qui donnent les vraies réalités des choses. Ce ne sont pas les chiffres en valeur absolue. Donc, on sait très bien que, en tant que Noir et en tant qu'homme noir, on est 2 fois plus victime aux États-Unis. Et comme je vous ai dit, le racisme et cette volonté, et Juliette l'a aussi dit, cette volonté de tuer les hommes noirs, les Noirs et les hommes noirs, c'est parce qu'il y a c'est comme si on insupporte. Les gens, on ne supporte pas la vue, le contact, ni la vue ni le contact. Et de plus, un homme noir encore, puisque bon, c'est lui qui perpétue les races, si on peut dire. Donc, on vous dit que les Noirs font trop d'enfants, ce qui veut donc dire que l'homme noir est plus à abattre. Alors la femme, on la stérilise,
Mais l'homme est à abattre. On l'abat quand on n'a pas utilisé pour la femme blanche. Parce qu'on a besoin de métis pour se régénérer aussi. Donc on détourne l'homme noir de la femme noire pour l'envoyer dans les bras de la femme blanche. Et on a le phénomène le métis, voilà, en question. Le phénomène du métissage. Le métissage, oui. Mais c'est un phénomène hautement politique. Il faudra un jour que je vienne vous parler de ça, monsieur Granier. Avec plaisir. Vous verrez que la Martinique tombera de très haut en apprenant justement que depuis le début, même avant le 18e, la politique de l'hybridation qui préoccupe les Blancs et qu'ils ont expérimenté sur nos populations esclavagées et sur les animaux, fait qu'aujourd'hui on parle de chien de race pour parler de race pure, et un chien qui a de la valeur, c'est un chien de race pure, un cheval de race pure. Voilà. Mais pour les Noirs, eh bien, un nègre, un beau nègre est un nègre qu'on a coupé, qu'on a dissolu dans le sang blanc et dont on a fait un métis. On continue à l'appeler noir, mais c'est parce que le contact avec le vrai noir insupporte, effectivement. Il y a une question de... Alors, sur les statistiques, vous comprenez pourquoi la France interdit les statistiques ethniques. Voilà. Parce qu'elle peut, justement, beaucoup de sociologues se sont soulevés contre ça en 2015-2016, parce qu'on a besoin de statistiques ethniques pour comprendre quand les Noirs, peut-être les Arabes dans une moindre mesure, quand ils dénoncent le racisme, sur quelle base? Parce que la France, avec son idée de république une et indivisible, elle mélange tout le monde et elle dit, voilà, on est dans un pays, dans une république, on ne veut pas parler de race. Sauf que le problème, la façon, mais vraiment très sournoise et malhonnête avec laquelle la France gère ça, c'est qu'elle dit, on est dans une république et tout le monde est logé à la même enseigne. Donc pas de statistiques ethniques, parce qu'il ne faut pas que, voilà, on parle de race, etc. Les droits de l'homme. Sauf que c'est elle qui détient les clés du système éducatif et les clés de son pays. Et la seule culture qui est tolérée, qui est pratiquée, qui est validée, qui est légitime en France, c'est la culture française. Et le seul peuple qui est validant, légitimement en France, et c'est pour cela que beaucoup de gens se marient à des Blancs de France pour avoir une chance de s'intégrer, ce sont les Blancs. Donc la question, ce qu'on ne dit pas, et c'est pour ça que les gens sont fourvoyés, ils sont dans beaucoup de... il y a une espèce de chaos dans la tête des nôtres, mais ça n'est pas seulement parce qu'ils sont aveugles, ils s'aveuglent volontairement, c'est parce que la manière qu'a la France de gérer ce qu'on appelle la diversité est extrêmement pernicieuse. Il faut noyer le poisson, il faut faire que les gens perdent la notion de ce qu'ils sont, de groupe, etc. Mais on voit que ça ne s'applique qu'aux étrangers qu'elle a en son sein, surtout aux Noirs. Parce que les Chinois, les autres, vivent en communauté, les Juifs vivent en communauté. Et partout, même ici, on protège la communauté chinoise, libanaise, syrienne, etc. Les gens ont le droit de vivre leur spécificité, sauf les Noirs. Et cela, on ne nous le fera pas dire. Ça fait près de 30 ans que j'étudie ce problème. En 2002, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La problématique de la couleur », où je dénonce cette façon de fonctionner et cette manière de détruire la ressource que constitue le peuple noir en tant qu'entité qui a une culture, qui a des valeurs, qui est à l'origine de la civilisation. Alors, aux États-Unis, quand les Noirs ont fait des statistiques ethniques, parce qu'on est dans un système communautariste, c'est-à-dire que chaque communauté existe en tant que telle. Ce qui n'est pas le cas en France, qui est un système intégrationniste. Et donc, on fusionne, on mélange. Sauf que ce qu'on mélange, dans le mélange qui devient une sorte de... Je ne sais même pas si dans le macadam, on obtient cette espèce de purée-là, mais il se trouve qu'il y a une entité qui, dans le macadam, reste entière. Et c'est le français. Et sa culture, sa civilisation, son monde. On va m'expliquer pourquoi on est à 8000 km de chez soi et toute la haute administration est blanche. Elle est nommée depuis 8000 km ou 7000 km. On ne nous demande pas notre avis. Ça, c'est pas du racisme. On ne nous demande pas pourquoi. Mais on ne fait pas de statistiques ethniques, n'est-ce pas? Parce qu'on va demander à tous ces Blancs qui sont à la tête de notre pays, comment ils sont arrivés là?
Par quel biais? Par quelle décision? Surtout, voilà. Est-ce que les nègres qu'ils viennent administrer n'ont pas un mot à dire? Alors Ou n'ont pas les sommes- capacités de s'administrer Mais eux-mêmes. pourquoi nous sommes obligés d'aller dans l'école des Blancs puisqu'on n'a C'est pas clair, besoin? absolument. On n'a pas Alors- besoin d'apprendre. Alors, je vous propose de regarder quelques images parce que ce que tu dis là va tout à fait dans ce sens. Et ce sont des images que nous avons récupérées sur Internet. On ne valide pas évidemment certains mots qui sont là-dedans, mais bon. Voilà, donc le préfet. Les faits. Un petit peu trop vite, Grégory, on revient sur la première image. Donc là, il s'agit de M. Stanislas Cazel, préfet de la Martinique, mais appelé le gouverneur de la Martinique sur ce Facebook. On y va. Et là, c'est monsieur le procureur de la République, Olivier Rouillet. Voyez, on continue. Voilà. Ici, nous avons le président, monsieur Hubert Hansen, président du tribunal de grande instance. On continue. Monsieur Christophe Strodo, président de la cour d'appel. Ça va tout à fait avec ce que vous étiez en train de dire, Juliette, pardon. Marc, en plus, ce sont des noms que je ne peux même pas prononcer. Président du tribunal administratif, Valrich. Ici, nous avons M. Torano, qui est le directeur de la DDSP, donc je pense que c'est la police. La police nationale, ici à la Martinique. Ici, la directrice de la DAF. Sophie Bouillet. Voilà, Madame Bouillet. Direction de l'agriculture, oui. Et des forêts. Et des forêts. Oui. On continue. Monsieur Viguier, lui, il est directeur général de l'Agence régionale de santé, l'ARS. On a souvent vu ces temps-ci piloter le Covid, oui. D'accord. Ensuite, ici, monsieur le nouveau directeur de la direction de la mer. Donc, Nicolas c'est lui Lebianic. qui gère les affaires maritimes, enfin, toute cette partie-là. On continue. Ici, monsieur Véry, qui est directeur de l'ONF, l'Office national des forêts, je suppose. Oh, ben, en plus, c'est marqué. Et là, le général commandant gendarmerie de la Martinique, monsieur Dominique Luchez. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et ici, la vice-gouverneur, enfin, bon, madame Clara Thomis, monsieur le recteur de la Martinique, Pascal Jean. Eh ben, on revient dessus, s'il te plaît, Grégory. Il est responsable de l'éducation scolaire de nos enfants. Voilà. On continue. Ici, c'est le directeur du CHU. Le CHUM. Voilà, le principal hôpital, là. Isabelle Brou-Lemaire, directrice générale de la douane Martinique. Brown. Et monsieur Chevalier, directeur de la... C'est pas fini, hein? C'est pas fini? De la direction de la jeunesse et sport. C'est ça. Direction, voilà, très bien. Et puis, il y a la culture. La culture, voilà. Celle-là, elle a vraiment profondément choqué les gens parce que... Il ressemble vraiment à... Alors, il y a l'éducation, il y a la culture, des domaines clés. Est-ce qu'il nous en reste d'autres, Grégory? Et là, le dernier arrivage de magistrat à la Martinique. Voilà, donc, alors, directeur de la DIAL, et ça, on a déjà vu celle-là. Alors, bon, je ne vais pas vous demander qu'est-ce que vous en pensez, parce qu'avant même qu'on passe ces images-là, et c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va finalement les montrer par rapport à ce que vous étiez en train de dire. Mais c'est vrai qu'on nous a appris que nos ancêtres, ce sont les Gaulois. C'est les Gaulois. Et le pire, c'est qu'on veut l'intégrer et que nos ancêtres, c'est les Gaulois. C'est ça. On ne peut pas sortir ça de notre tête. On a des intellectuels et des politiques qui nous revendiquent leur grand-père mulâtre, béquille, blanc. Et je n'ai jamais entendu, excuse-moi, j'ai jamais entendu un des nôtres dire mon grand-père était africain et je l'ai adoré. Eh bien, j'entends ça, mais vraiment presque au quotidien de la part de notre élite. Donc, il y a un problème. C'est clair. Pourtant, Nicolas Sarkozy avait dit à un moment, à diplôme égal, préférence à l'antillais. On a dit ça aussi en 74, en 73. On avait demandé l'antillisation des quatre. Mais Mano, laisse-moi te dire, dans un pays où on prône la parité, j'ai même entendu des nôtres, parce qu'on n'arrête pas de tomber, de sortir en diffé, tomber en centre, sortir en centre, tomber en diffé. Des gens de chez nous qui ont des postes où ils nous représentent en France, réclamer l'égalité réelle. Voilà. Je me suis dit, foute-nous en bam-bam. Parce que derrière l'égalité réelle,
que Yoka revendiquait aujourd'hui. Il y avait l'égalité. Ouais. Demain, donc Yoka revendiquait aujourd'hui l'égalité réelle. Ça veut dire que l'égalité n'a pas fonctionné. Non, demain, je veux voir l'égalité réellement réelle. J'attends de voir. Voilà la question qui se pose de cette affaire d'égalité. Moi, je ne pense pas que nous devions être dans une dynamique de recherche d'égalité avec qui que ce soit. Et pourquoi notre élite nous mène dans ça? Et pourquoi sommes-nous dans une recherche d'égalité? La réalité, c'est que nous sommes des Martiniquais et nous sommes des Kamites, c'est-à-dire des mélanodermes. Que nous ayons 1 gramme de sang blanc ou 20 grammes de sang blanc, les Blancs ne vont pas vous considérer comme des Blancs. Ils vont vous considérer comme des Noirs. Enfin, j'aime pas le mot, comme des Kamites. Ce qui veut donc dire que ce qui devrait être normal, c'est que nous soyons nous-mêmes responsables de la gestion de nos institutions, puisque ce sont des institutions qui se réfèrent à un groupe donné, qui a des aspirations données et qui ne sont pas celles des locodermes. Ce ne sont pas les aspirations d'un enfant kamite, ce ne sont pas les aspirations d'un enfant locoderme occidental. Sauf si on a réussi à faire que l'enfant kamite ne sache plus. Voilà. Et c'est ça le problème. La colonialité, c'est-à-dire qu'effectivement, on a réussi à nous faire intégrer toutes les valeurs prédatrices, je dis bien prédatrices, des Occidentaux, des locodermes. C'est-à-dire que cette prédation est telle que nous arrivions nous-mêmes à nous prédater nous-mêmes, c'est-à-dire à refuser ce que nous sommes, à refuser d'être des Noirs et à chercher à trouver une goutte de sang blanc chez nous. Ce qui veut donc dire que, quand on regarde bien, et pour revenir aux États-Unis, la solution aurait été qu'ils fassent un État nègre aux États-Unis. Que les Américains ont demandé. Le Black Panthers a demandé. Un État de Noirs, un État où il y a des Noirs. Et ça s'est fait en Afrique du Sud. Il y a un État qui s'appelle Ukraina, en Afrique du Sud, où il n'y a que des Blancs. Que des Blancs. Et Noirs interdits. Noirs interdits. Donc, s'ils ne voulaient pas voir les Noirs, et s'ils ne voulaient pas bénéficier de leur travail, normalement, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Laisser les Noirs dans un espace, peut-être un grand ghetto, mais au moins, ils se seraient gérés, ils auraient travaillé pour eux-mêmes, pour leur communauté. Et quand il y a une communauté qui s'est développée, on s'est arrangé pour la détruire. Ce qui veut donc dire que la question n'est pas de réclamer l'égalité. L'Occident, les locodermes ne vont jamais arriver. C'est pour ça que vous me dites qu'on ne dit plus jamais ça. Ça, ce sont des 20 mots. Ils ne vont jamais accepter de croire que nous sommes des êtres humains comme nous sommes leurs égaux. Et moi, je pose souvent je pose cette question, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une autre controverse, la controverse de la controverse de Valladolid. C'est-à-dire qu'ils disent, bon voilà, et les locodermes, la papauté, le christianisme, la chrétienté, les États, tout le staff qui gère le monde en ce moment se disent, bon voilà, nous faisons une réunion au sommet pour pouvoir dire, voilà, nous nous sommes trompés, nous nous sommes vraiment fourvoyés en déclarant que les Noirs n'avaient pas d'unanimité. Voilà. Peut-être que ce serait le début d'une réponse vraie à la question que vous posez, au plus jamais ça. Dans la question des réparations, il me semble que ça, c'est par exemple, c'est très capital dans la question. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire l'impasse de ça. D'un colloque international, une réunion au sommet, où les gens disent, ils viennent non seulement s'excuser à la face de l'humanité, s'excuser à la face des Noirs, et non seulement s'excuser et demander pardon, demander pardon et vouloir réparer cet acte qui a été commis. Et si bien que les Noirs eux-mêmes réussiraient à comprendre qu'il faut sortir de la vision des Blancs.
parce que nous sommes dans la vision des Blancs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous nous comportons comme des Blancs. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes des Bounty intérieurement. On est socialisé par eux. On est socialisé, donc automatiquement. On ne fait pas comme, on est socialisé comme si on était des Blancs. Donc on est des Blancs dans la façon de faire. L'intérieur. Oui. Ce qui veut donc dire que nous avons nous-mêmes non seulement à imposer ce respect, parce qu'il faut que justement, et j'espère que de cette manifestation qui se passe en ce moment, que les communautés noires Kamites vont imposer ça à l'Occident. C'est ça qu'il faut imposer à l'Occident. Que l'Occident entièrement se mette à genoux et dise voilà, nous nous sommes trompés, nous excusons à la face du monde parce que non seulement ils ont imposé cette vision aux pays leucodermes, mais ils l'ont imposé au monde. Parce que si vous allez en Amérique du Sud, les Indiens vous considèrent comme inférieurs à eux. Ah oui. Et si vous allez dans le monde entier, et si vous allez en Asie, on l'a vu avec la Chine, les Chinois, alors vous croyez que ce n'est pas une question de race. La réputation qu'on vous a faite, elle vous précède dans le monde entier, en tant que Noir. Donc ce n'est pas une question de race, puisqu'il y a plusieurs races. D'accord. Non, il y a une question, il faut instrumentaliser la question de la couleur. Absolument, de la couleur. Mais il y a une question qui est cruciale, en dehors du fait qu'il faut penser la situation actuelle, comment on continue, parce que c'est de cela qu'il faut. Même, et c'est pour ça qu'il faut profiter de ce qui se passe là, parce que je vois que nos gens ici s'ébrouent un peu, mais j'ai l'impression que la manière qu'on a de se mettre des visières fait qu'on va regarder ce qui arrive à George Floyd, mais on ne va pas regarder ce qui se passe ici. Voilà. Or, pour moi, l'essentiel dans ce qui se passe là, de la leçon qu'on a à tirer, c'est de dire que nous vivons de manière spécifique ce que vit l'Amérique. Exactement. Rien n'est différent quant au résultat. Esclavage, exploitation, empêchement de développer une personnalité propre et difficulté à monter dans cette société-là, puisque toutes les places importantes, celles qui donnent des privilèges et des gros salaires et des gros moyens, et nous avons en place une classe de béquets dont un sociologue blanc a dit, après avoir lu mon travail aussi, que leur objectif c'est d'empêcher l'émergence d'une classe moyenne noire. Et c'est pour cela que vous avez une situation justement aussi compliquée dans notre peuple. Vous ne savez pas, en termes de classe, les Noirs sont empêchés d'exister en tant que groupe spécifique. Donc vous avez les béquets, les mulattes, mais les Noirs, ils sont dispersés dans la nature parce on les empêche des deux côtés, mulâtres et blancs, de se constituer en tant que groupe de pouvoir. Et c'est ça la difficulté. Ce que je voulais reprendre sur la difficulté qu'ont les Noirs d'exister aux États-Unis, c'est qu'ils sont arrivés comme les Blancs, en même temps. Ils ont construit ce continent. Donc, ils ont le droit de le revendiquer comme étant leur. Mais la différence de statut et le fait que les Blancs sont ceux-là qui les voulaient par la force et la violence comme force de travail gratuite a fait qu'ils ont, si vous voulez, une sorte de comment on appelle ça, de priorité, en tout cas de privilège, enfin, qu'ils s'octroient sur les Noirs. Le problème, c'est que malgré tout ce qu'on a fait au peuple noir, et il ne faut pas oublier son origine première, malgré tout ce qu'on lui a fait, les Noirs aux États-Unis sont très puissants. Il y a une classe moyenne qu'on n'a pas ici. Chez nous, c'est il y a une classe moyenne de plus de 5 millions de Noirs, d'Afro, de Kamites aux États-Unis. Et ces gens-là ont commencé donc à voir combien ils étaient jalousés. Et beaucoup des misères que vivent les Afro-Américains, les Kamites des États-Unis et d'ailleurs, viennent du fait qu'il y a la question de l'identité du blanc qui est construite sur l'infériorité des Noirs. Et de voir monter des Noirs, ça rend les gens tellement fous qu'on a du mal. On a du mal à accepter ça. C'est déjà là? On a du mal à accepter que des Noirs acquièrent une puissance économique
qui dépasse celle de beaucoup de... C'est le cas même à la Martinique, entre noirs, petite bourgeoisie noire et béquet. Mais ça, c'est refusé d'être reconnu. Donc ce qui se passe, c'est que... Et ne croyez pas qu'en France, on n'a pas eu ça. On a eu un fait divers très célèbre. C'était un homme noir, ou même métis, je pense, dans le nord ou dans le sud, je ne sais pas, en Savoie peut-être, qui a été tué par des voisins tellement jaloux de le voir en tant que chef d'entreprise réaliser enfin, il était très entreprenant, il faisait des maisons, il construisait, et lui-même, il s'était construit une immense maison avec sa famille, qui était une femme blanche, donc avec un enfant métis, mais ça n'a pas suffi aux gens qui ont été pris d'une crise de démence et de folie, de jalousie, et qui l'ont tué uniquement. Donc aux États-Unis, on a beaucoup de ces cas-là. En France, comme on est plus sournois et hypocrite, on les tait. Mais les questions, c'est pour ça que je dis que nous avons tort de distinguer, parce que nos idéologues vont nous dire non, l'Amérique, c'est pas pareil que chez nous. Mais la différence, c'est juste que les Blancs vivent avec les Noirs dans la promiscuité et qui ne veulent pas du contact avec les Noirs. Et ça, ils l'ont depuis 500 ans. Chez nous, c'est maintenant que les Blancs arrivent en masse. Et regardez les difficultés que nous avons sur la question de la promiscuité dans toutes les communes. Voilà. Parce que tant qu'il n'y en a pas beaucoup, tant que la France gérait à 8000 km, 7000, c'était viable. Mais aujourd'hui que les Blancs arrivent en masse, ils se mettent en ghetto. Il y a beaucoup d'incidents racistes à la Martinique dont personne, surtout pas nos élus, qui les connaissent, ne se met. Le seul dont j'ai entendu dire qu'il a demandé aux Blancs de se tenir à carreau, c'est le maire de Trinité. Parce que des gens étaient venus dire oui, les pêcheurs, ils se lèvent très tôt, ils nous empêchent. Il y en a même un qui avait dit à M. Manskour arrêtez de brailler alors qu'il faisait sa campagne électorale. Et il y a même des gens qui ont demandé de faire sécession, que Tartane appartienne désormais à la communauté blanche, faire sécession. Donc il y a énormément d'incidents racistes qui se produisent sur notre territoire et à cause du tabou, et c'est là qu'on comprend le sens de la domination, une domination raciale, mais tellement féroce et tellement incroyablement construite qu'on donnerait à la France et aux Français comment on appelle ça là, le truc sans confession. Le bon Dieu sans confession. Et c'est totalement une vision de l'esprit, et la lâcheté de nos populations ici, elle est soulignée par notre jeunesse qui dit que ce pays-là ne nous appartiendra plus dans quelque temps. Et les gamins ne disent pas ça parce qu'ils sont dans la haine raciale. Voilà. Ils disent qu'il y a des gens... La France a près de 70 millions de gens, de citoyens. Imaginez-vous que parmi eux, il y a des millions de gens qui sont insatisfaits de la vie qu'ils mènent en France. J'en connais beaucoup qui vous disent... J'en connais beaucoup qui viennent vous dire, je pars parce que je vais ailleurs, mais ailleurs, c'est une colonie. Et ailleurs, c'est bénéficier d'un privilège de blanc que les gens qui sont sur place n'ont pas très souvent, parce que la police et tous les corps de la haute administration que vous avez vu là sont effectivement blancs, et les blancs des communes, et j'en connais assez, vont très vite se rapporter à la police, à la gendarmerie, etc., comme un corps qui est là pour les défendre, et non pas défendre la population globale. Et c'est cela que nous attendons. Nous n'avons pas dit que nous voulons être défendus par des policiers noirs. Le problème, c'est que les blancs qui vivent ici considèrent que la police, la gendarmerie blanche qui est ici est là pour les protéger. Comme on l'a aux États-Unis. C'est pour cela que dès qu'il y a un petit incident, on entend des Blancs appeler la police pour un chien, pour un chat, pour quelqu'un qu'on a vu, ceci, cela, et on voit des gens qui perdent leur vie sur ce délire. Donc, est-ce que nous sommes en train d'attendre que cela s'installe chez nous? Est-ce que nous irons mettre un genou en terre pour dire, et je remercie le ciel que nous ayons quand même compris, que nous ayons eu la décence de comprendre que l'affaire de Floyd nous concerne. Voilà, donc je remercie le ciel que nous ayons eu cette décence. Et que ça puisse faire un déclic. Mais je demande que nous n'ayons pas l'indécence de continuer à fermer les yeux sur ce qui se passe chez nous. L'inquiétude que vit notre jeunesse, son déclassement, son déplacement, le génocide par l'institution qu'il dénonce, ce sont des réalités. Pourquoi notre élite
fait-elle semblant de ne pas voir et de ne pas comprendre? Donc, quand on parle de la question du racisme, il y a le fait de l'insupportation des groupes. Un noir ne peut pas devenir plus riche qu'un blanc. Donc moi je pose la question, puisque c'est dans leur esprit. Ils sont, eux, les privilégiés et ils attendent d'avoir les bénéfices des privilèges du blanc. Et comment un noir peut-il prétendre et avoir et se positionner dans l'échelle sociale plus haut qu'eux? Donc moi ce que je demande, c'est d'abord que nous soyons conscients de cette question-là. Et je pose la question des Malcolm. Nous avons une manière de poser philosophiquement nos problématiques. Des malcrabes pas qu'à vivre en même temps. Nous sommes les seuls dont les Blancs ont pris la destinée en main. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Le seul peuple. Le seul peuple dont les Blancs dirigent la destinée. Donc, et ils en peuvent même temps, appliquer sur nous ce qu'ils veulent. Et en même temps, ils n'ont pas décidé que nous devenions leurs égaux. Ça veut dire que nous sommes condamnés à vivre d'abord comme des minorités défavorisées, avec un plafond de verre au-dessus de nos têtes, sans espoir de dépasser, parce que nous sommes interdits de dépassement. C'est pour ça qu'on nous couronne avec des grands fonctionnaires qui viennent d'ailleurs. Mais je dis nous, n'oubliez pas la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Essayez de suivre des journaux télévisés. Il n'y a plus de Noirs dans nos télés. Ce sont des espèces de petites marionnettes. Ce sont les Blancs qui dirigent la vie de nos sociétés. Partout où ils sont, en Calédonie, je regarde un journal calédonien, il n'y avait même pas un invité qui rappelait que dans ce pays-là, il y avait des Calédoniens qui n'étaient pas à peau blanche, puisqu'aujourd'hui, comme les Blancs d'ici, ils vous disent qu'ils sont les Martiniquais, les Guadeloupéens, alors que nous pas fait rien institutionnellement pour avoir droit à ces nationalités, ils viennent dans ces régions qu'on nous a interdit d'ériger en pays autonome, indépendant, et puis il y a Calédoniens, il y a Européens, il y a Français, enfin Martiniquais, et on dirait que... Et le pire, c'est que tout le monde leur passe effectivement les Martiniquais sont les premiers à dire. Le Martiniquais, voilà. Il est né ici et les Martiniquais, nombre de nègres qui connaissent en France, et même les you fait V en France, you pas cabayo le droit de considérer que you français. Et même quand la France prend la peine de leur accorder un passeport, personne ne les traite comme des Français. Donc, on est dans quelque chose à l'aune de ce qui se passe aux États-Unis. Je refuse de voir les différences vraiment entre ces deux cas. Non, les nôtres se mettent à genoux et faire leur simagrée pour dire au monde, voyez, on fait comme le monde, parce qu'il y en a assez de ces macaqueries, de cette hypocrisie et de ces incohérences. Pourquoi vous coulez sous des problèmes? D'ailleurs, les Américains ne savent rien de nos problèmes. Parce que qui est-ce qui en parle? Et les autres, il y a quelqu'un qui m'a interrogé, qui est en Angleterre, elle me dit, non, on ne sait pas, on a besoin de l'analyse d'une personne du pays. On ne sait rien, nous, en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, en Europe, on ne sait rien de ce qui se passe dans vos pays. Nos élites se taisent, nos intellectuels sont de bons enfants, qui pensent à faire des carrières, malgré le fait qu'on ne les voit nulle part. Il y a des tonnes d'universitaires, d'après ce que j'ai compris, noirs. Eh bien, la France, elle fait ses petites conférences, ses petites machins, sauf quand elle a à s'occuper un peu de ce parc-là, eh bien, elle met quelques colorés à la tête, et encore, dessus du coloré, il y a un qui n'est pas coloré, puisque c'est comme ça que les choses se passent. Nos intellectuels savent à quoi? Je veux qu'on me dise, dans quel débat avons-nous vu un intellectuel, ou même pas un intellectuel, un universitaire coloré de chez nous ou d'Afrique, venir être invité pour parler des problèmes généraux. Il n'y a pas qu'à vivre dans ces pays-là. Il n'y a pas ni la trace d'européanité, de globalité. Alors qu'en Afrique, vous avez des trucs qui sont totalement gérés par des Blancs. C'est quand même quelque chose d'hallucinant. Oui, je crois qu'effectivement, c'est pour ça qu'il faut que le peuple kamite, justement, commence à se poser les vraies questions. C'est-à-dire que tout compte fait, c'est nous qui faisons vivre le monde occidental. Et qui entretenons le racisme. Et aujourd'hui, le monde asiatique. Donc aujourd'hui, il est question pour nous de forcer le respect. C'est-à-dire de mettre les gens à genoux et leur dire, bon, c'est nous qui vous donnons ce dont vous avez besoin pour vivre. Alors nous, si nous sommes dans le système économique capitaliste, c'est nous qui vendons et vous achetez. Et à ce moment, nous fixons les prix. Et à ce moment, on forcera le respect.
Donc, il n'est pas question de venir demander l'égalité. Nous avons déjà la supériorité. Donc, ce n'est même pas une question d'égalité. Nous détenons, l'Afrique détient toutes les matières premières existantes au monde, dont le monde a besoin pour vivre. Et pourtant, c'est ce continent-là qui est à genoux. Il y a une incohérence. Ce qui veut donc dire qu'il n'est plus question de demander l'égalité. Tout ça, ce sont des balivernes ou des droits de l'homme. On n'a pas besoin de ces choses-là. On a besoin d'un respect qu'on se procure. On se procure son respect parce que justement, on impose ce que l'on a. On dit voilà ce que j'ai. Et de plus, effectivement, il y a une extrême jalousie de la part des locodéens parce que toutes les intelligences qui font avancer leur système, ce sont des intelligences kamites. Qu'ils cachent. Qu'ils cachent ou qu'ils volent. Qu'ils volent. Alors, si donc, vous permettez, il faut arrêter. Si vous permettez, on va prendre des appels téléphoniques, puisqu'on a proposé aux gens de pouvoir appeler. Nous allons parler, évidemment, tout à l'heure de d'autres sujets, dont les statuts du 22 mai. Parce que ça aussi, ça a fait bouger les choses. Parce que brusquement, même le président, il a tweeté. Alors que, gars, on sait mal, ça marche depuis combien d'années? J'ai mal le dire, avec le mouvement international pour la réparation, il n'a jamais eu autant de répercussions à travers le monde. On va au téléphone. Zouk Télévision, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Je suis Marie-Jeanne Jeanville. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Fort-de-France. Oui, on vous écoute. Oui. Alors, j'ai juste 2 questions. Bon, j'écoute l'émission. Je me dis qu'en Martinique, il y a quand même beaucoup de Martiniquais aguerris qui sont... Attendez, militants. Il n'y a pas beaucoup de Martiniquais aguerris? Non, il y en a beaucoup, Il y en a beaucoup, oui. Et qu'il y a beaucoup de militants. Il y a beaucoup de Martiniquais qui pensent, qui savent tout ce que vous dites là, sont déjà au courant. Mais maintenant qu'on a fait sortir sur les réseaux sociaux le nom de tous ces Blancs qui occupent des postes importants au pays, je me pose la question à ces 2 dames en leur demandant qu'est-ce qu'elles comptent nous proposer, qu'est-ce que nous, Martiniquais, nous devons faire pour changer la donne, et que si demain nous sommes nombreux à nous manifester pour demander ce changement, est-ce qu'elles seront des nôtres? Parce que ce que nous constatons en Martinique, c'est qu'il y a beaucoup de Martiniquais intellectuels qui viennent sur les médias, qui font le diagnostic, qui racontent tout ce qui se passe, on sait déjà. Mais lorsqu'on a besoin de Martiniquais sur le terrain, des guerriers, des gens qui sont prêts à sacrifier peut-être même leur vie pour que nous puissions avoir un changement, on ne trouve personne. Est-ce que vous en faites partie, madame, des guerriers? Je suis née comme ça. Et vous êtes guerrière de naissance, d'accord. D'ailleurs, madame, comment j'oublie son nom là, me connaît très bien, parce que nous avons le côté indien entre nous, mais on m'appelle la guerrière en Martinique. C'est pourquoi les différents médias ne m'invitent pas sur les plateaux, parce que quand Mme Marie-Jeanne Jeanville vient sur un plateau, elle ouvre sa bouche pour dire la vérité. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui gênent, cette vérité, ça gêne. Donc nous sommes là, nous sommes prêts. J'ai été membre du collectif pendant 38 jours. On avait plus de 200 Martiniquais qui étaient prêts pour aller au combat. Mais lorsqu'on les appelle, qu'on appelle les responsables et ceux qui se disent intellectuels. Allô? Qui sont se battre pour avoir un mandat, eh bien, on ne trouve plus personne au combat. On n'a pas de guerrier en Martinique. Alors j'ai posé 2 questions. Qu'est-ce que vous nous proposez? Et puis si demain il y a un groupe de Martiniquais qui est prêt à l'action, est-ce que vous ferez partie de nous? Merci madame. Merci beaucoup. On va prendre d'autres appels avant de répondre, s'il vous plaît. Zouk Télévision, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci de baisser sur votre télévision, s'il vous plaît. Lorsque vous nous appelez, c'est très important de baisser le volume de votre télé. Parce que je vais passer à l'antenne. Mais vous ne voulez pas... Mais, madame, vous êtes déjà à l'antenne, mais c'est parce que vous écoutez votre téléviseur. D'accord. Donc, baissez votre téléviseur, vous allez nous entendre dans le téléphone. J'ai enlevé le son. Très bien, vous êtes gentil, on vous écoute, madame. Vous nous appelez d'où? J'appelle le Fort-de-France. De Fort-de-France, on vous écoute. Bon. Alors, moi, je voulais intervenir pour dire que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire l'auditrice. Oui. Mais, seulement, il y a une petite chose, c'est que le Martiniquais, certains Martiniquais sont plus nets que nos ancêtres et certains sont plus blancs que les blancs. Parce que nous sommes en général complexés. C'est une des séquelles de l'esclavage. Hein? Nous-mêmes, nous nous écrasons
Et je vais vous dire, il y a une petite chose, il y a longtemps que j'ai envie une question que j'ai envie de poser à l'ancien maire de Trinité. Hein? Pourquoi certaines personnes à Trinité, à Beau Séjour, pour ne citer que Beau Séjour, hein, je vais vous dire, un métropolitain qui a une immense villa avec piscine et qui pensait continuer à bâtir dans tout son quartier, sur les 50 plages géométriques. Hein? Et un Africain est venu construire à côté de chez lui, a gêné ses affaires, et manque de peau pour lui, cet Africain a un enfant malade qui crie toute la journée. Hein? C'est un enfant handicapé, la maladie le fait crier toute la journée. Alors sinon, il avait déjà barré, et il pensait construire pour sa mère et le reste de sa famille métropolitaine qui devait venir s'installer. D'une part. D'autre part, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi c'est cet endroit que l'on appelle la plage des surfeurs. Il n'y a que des métropolitains avec de grandes villas. C'est sur les 50 mètres qui arrivent juste sur la plage. Bien. C'est des métropolitains avec des piscines, des grandes piscines, et quand vous venez vous baigner, ils vous regardent de haut, ça veut dire, mais qu'est-ce que vous venez faire là? Les voitures ne peuvent même pas se croiser, c'est pour empêcher que les gens ne viennent trop nombreux. Ok. D'autre part, je veux dire, madame, s'il vous plaît. Attendez, toujours à Trinité. Hein? Ah, vous êtes en train de régler vos comptes avec Trinité, là, je vois. Attendez, il y a une dame métropolitaine. Allô? Oui, je vous écoute. Ah, pardon. Bonjour. Bonjour, madame. Il y a eu un problème technique. Vous pouvez nous dire d'où vous nous appelez, s'il vous plaît? Oui, absolument, de Fort-de-France. Oui, on vous écoute. Par contre, moi, j'ai une opinion différente des deux précédentes. Non, mais chacun est responsable de son opinion. Allez-y, on vous écoute. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec elle. J'estime que les deux dames que vous recevez à l'écran n'ont pas proposé quoi que ce soit à la population. C'est à la population de s'arrêter un petit peu, de commencer un peu à réfléchir ce qui se passe chez nous en Guadeloupe, ou dire un peu la vérité sur ce qui se passe en France en qualité de Noirs et de leurs enfants qui sont étudiants, et simplement de se rapprocher aussi d'apprendre à lire et de comprendre. Pour moi, apprendre à lire, c'est de comprendre ce que l'on lit et de se réveiller, de voir que simplement nous avons pour le moment aucune possibilité vraiment d'évoluer. Que nous avons, même en agriculture, s'ils lisaient quelques textes, ils sauraient qu'on ne nous laisse pas du tout avoir l'autonomie alimentaire, parce que tout ce qui engendre de l'argent ne peut être en aucun cas cultivé sur notre île, et c'est facile, c'est des textes en France concernant le domaine de l'agriculture qui paraissent. Donc tout ce que moi j'aimerais, je serais contente en qualité de martiniquaise, ce serait qu'on se serve de ce qui s'est passé en France, Adama Traoré et George Floyd, et arrêter de penser que nous, Antillais, on est français, on n'est que sur le papier, on ne le sera jamais. Vous allez en France, que vous soyez clair, foncé, marron, jaune, on vous demandera, dès qu'il y aura une altercation, un problème, de retourner sur votre arbre ou de retourner en Afrique. Moi, ce que j'aimerais, ce serait enfin d'avoir une population qui puisse réfléchir, grandir et défendre notre cause noire. Bien. Merci, madame, c'est très clair. Merci. Okay. Merci beaucoup. On prend notre appel. Zouk TV, bonsoir. En ligne. Bonsoir. Votre correspondant Orange est en ligne. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Merci de vérifier, s'il vous plaît. Zouk TV, bonsoir. 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 Moi, on avait été coupé tout à l'heure. Ah, d'accord. Donc, c'est Trinité. Elle est revenue. Allez-y, Oui. allez-y. On a déjà bien compris la problématique. On va vous y répondre tout à l'heure. Alors, Donc, madame, s'il vous plaît, soyez quand même assez bref, puisqu'on a d'autres personnes qui nous appellent. On a bien déjà entendu ce que vous avez dit. Hein. Allez-y. Bon, je voulais dire. Il faut baisser sur le téléviseur. Oui. Non, on m'a coupé. Mais madame, s'il vous plaît, vous lui expliquez en technique, s'il vous plaît. On vous écoute. Bon, alors on change de ligne.
Quand vous appelez, s'il vous plaît, baissez le volume du téléviseur. Sinon, vous allez croire Alors, que... je parle ou pas? Oui, parlez, madame. Vous nous appelez d'où? Bonsoir, Mano. C'est Bonsoir. Mamie à l'appareil. Bonsoir. Mamie, oui, bonsoir. Bonsoir, Mamie. Esmeralda. Bonsoir, Mamie. Bonsoir, mamie. Bonsoir, toutes les autres personnes qui sont sur le plateau. Madame Et Milka je vous Valentin. félicite et je vous admire le travail que vous faites pour la Martinique et les gens de la Martinique pour qu'ils puissent comprendre au juste qu'est-ce qu'ils sont. Alors, je vais dire quelques mots vivement parce qu'il n'y a pas que moi qui a besoin de travailler. De ce fait, vous avez des enfants qui font des études. À la suite de ça, vous privez, vous vous sacrifiez, vous les envoyez faire des études au Canada, en France, ailleurs, et quand ils sont prêts à retourner ici, ils n'ont pas de travail, ce sont les métropolitains. Parce que, savez-vous combien de métropolitains qu'il y a par rapport à la population martiniquaine? 35%. Et ce que je vous dis, vous entendez? Oui, on t'écoute. Ce que je vous dis, je le sais parce que ma fille travaille à l'INSEE. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, en Martinique, la Martinique n'appartient pas aux Martiniquais. C'est à nous de nous battre qu'on puisse avoir... Et Esmeralda, je me suis déjà battue avec toi. Tu me connais, tu sais, et les autres personnes. Ce n'est pas du gant que je me donne. Mais je dis que la Martinique a besoin de personnes comme Esmeralda pour que nous pouvons aller de l'avant sur notre pays. Parce qu'en réalité, les métropolitains qui viennent et les Blancs qui sont ici, qui disent que le pays les appartient. La dame m'a parlé de Tartane. Esmeralda, est-ce que vous vous souvenez le jour qu'on avait été à Tartane parce que les Blancs ne voulaient pas que les Noirs se baignaient sous la plage? On s'était assemblés et on les a partis. C'est la Sopamar. On était avec la Sopamar, il y avait toute l'équipe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La plage, ce sont les nègres qui les ont nettoyés et nous venons nous baigner. Les Blancs nous interdisent de nous baigner. Ça veut dire quoi? Bien. Et moi, j'ai vécu 30 ans. J'ai vécu 30 ans. Oui. J'ai vécu 30 ans. J'ai subi ce qu'on appelle le racisme à l'hôpital de Vaugirard, à l'hôpital de Necker, à l'hôpital de Bosico, à Spitz-Mettler, etc. Mes enfants l'ont supporté. Alors que maintenant, je suis dans mon pays, personne, et je le dis bien haut et fort, viendra me commander. Les 35% de métropolitains qui sont ici, la terre ne m'appartient pas, mais mes ancêtres l'ont défriché. Parce que quand ils sont arrivés ici, c'était des Amérindiens qui sont partis à la Dominique, puisqu'il y a toujours les Amérindiens à Dominique. Mamie, excuse-moi, on a d'autres appels et l'émission est presque terminée. Alors, ce que je dis, nous avons le droit. Mais Esmeralda, je te soutiens, tu le sais. Mano, tu le soutiens, tous ceux qui sont sur le plateau. Je leur soutiens malgré mon état. Je vous dis de continuer à vous battre pour l'avenir des jeunes. Merci beaucoup, Mamie. Et je dis bravo aux jeunes. Merci beaucoup, Mamie. Alors, on prend encore un seul appel, mais s'il vous plaît, restez sur la question du racisme. C'est ce dont on parle ce soir sur Zouk Télévision. On y va, Zouk TV, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de la Guyane. De la Guyane. On vous entend très loin. Vous pouvez vous rapprocher du téléphone? Oui, je me suis déjà rapproché. D'accord. Allez-y. On vous écoute. Soyez assez concis parce qu'on approche de la fin. Ok. Parce que, bon, pour vous dire, bon, je suis un peu d'accord avec ce que certains disent, mais pour nous, élus guyanais et élus entiers, pour vous dire franchement, pour moi je voudrais qu'on prenne notre indépendance, nous entiers et guyanais. Mais nous, et ce que je vois, ce que nos élus font en ce moment, ils nous ont vendus. On aurait dit qu'ils nous ont vendus à l'État français. Nous sommes qui? Nous sommes des Africains. On nous a fait l'esclavage pendant combien d'années? Et puis jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas prendre notre indépendance. Personne ne se bat pour le retour de chez nous, de ses choix. Bien. Merci beaucoup. Merci. Vous avez été gentil, vous êtes resté
Très concis. Alors, par rapport à tout ce que vous avez entendu, avant qu'on aborde l'autre sujet des statuts. Moi, je voudrais dire à toutes ces personnes qui disent que oui, il faut être dans la rue, il faut être dans l'action, et c'est malheureusement ce que notre peuple fait depuis qu'il peut. Voilà. Il est dans la réaction. Il va dans la rue pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ci, qu'il veut combattre ça, etc., qu'il réclame ceci, cela. La question centrale, et ça c'est le travail des élites politiques qui n'a pas été fait, c'est la question institutionnelle. Si, pour que les gens comprennent, il faut qu'ils s'imaginent que les Français qui arrivent, qui atterrissent ici dans les postes les plus prestigieux, ne viennent pas d'eux-mêmes. Ils viennent parce qu'ils sont... Ils ont été nommés. Ils ont été nommés et c'est leur pays, les institutions de leur pays qui les nomment ici. Et comme nous ne faisons pas partie de ces institutions, qu'elles ne nous appartiennent pas, la France coopte ses enfants. En plus, imaginez-vous une seule seconde, la France a des colonies dans le monde entier. Regardez la somme de cadres que la France produit, de grands cadres, de cadres moyens. Elle les met où? Dans son pays. Elle réserve tous les territoires colonisés. On peut appeler ça post-colonie, néocolonie, ou bien département, région, collectivité, tout ça. La France réserve toutes ces régions-là pour la promotion de ces cadres. Et c'est pour cela que les gens du pays... Donc, je refuse d'entendre les gens venir nous dire, nous stigmatiser, qu'on est raciste, etc. D'ailleurs, ceux-là qui le font sont ceux-là qui se sont accaparés le peu d'institutions qu'on a ici et qui ne font rien avancer de la cause des Martiniquais. Donc, on vient de dire qu'on est raciste, etc. Moi, je pose le problème sociologiquement, parce que je suis sociologue. Et je demande... Quelles seraient les possibilités de carrière de tous ces Français que la France dévale sur le monde entier, puisqu'elle a des colonies dans le monde entier? Je demande quelles seraient les chances pour que tous ces cadres qu'elle forme, ces tonnes de cadres qu'elle forme, et parmi eux, il y a les nôtres. Pourquoi les nôtres ne sont jamais dedans, véritablement? Et donc, quand vous arrivez dans un pays qui est cloisonné par le haut, ou bien qui a, où le plafond de verre permet donc haut, et ça va correspondre du coup à un critère de race, puisque ça n'est pas un hasard que combien de gens on a vu? Presque une vingtaine, non? C'est combien? Tous les gens sont blancs. Je veux dire, on ne peut même pas penser à un accident. Là, c'est volontaire. Donc, moi, ce que je crois, et c'est pour cela que j'interdis à qui que ce soit de me dire que je suis dans une démarche raciale, parce que c'est la façon qu'ils ont trouvé de détourner nos yeux de ce qui se passe sous nos yeux, justement. Quand tout le haut du pavé est pavé, justement, de blancs, ou bien de gens qui viennent d'ailleurs, tous ceux-là qui sont dans le pays, et qui passent aussi des concours. D'ailleurs, combien d'entre eux ont passé des concours et n'ont pas de poste? Parce que les postes sont donnés. Donc, logiquement, pour comprendre pourquoi nos hommes, nos jeunes quittent le pays ou n'ont pas de chance d'accéder à une promotion dans leur pays, le plafond, il est blanc, c'est vrai, il est venu d'ailleurs, parce que la France, qui est maîtresse des institutions, envoie sans nous demander notre avis, et ces gens-là arrivent, ils s'installent sur un siège et ils disent voilà, je suis désormais votre chef. Dans quel pays du monde a-t-on jamais vu un fonctionnement comme ça? Donc moi je dis d'accord, mais pourquoi nous Martiniquais, avec nos prétentions, avec notre désir d'être grands comme le monde et de produire de l'excellence, comment peut-on accepter une situation comme ça? Donc c'est nous que j'incrimine, parce que je suis dans l'étude d'une relation. Il ne peut pas y avoir de gens qui viennent d'ailleurs nous commander si nous refusons d'être commandés par eux. Donc si ça marche, c'est parce que nous permettons que ça marche. Deuxièmement, quand vous avez le plafond là, les gens qui sont en poste, à des postes de cadre moyen ou petit, normalement, une société, elle fonctionne comme ça. Elle libère les grands, elle permet que ceux qui sont moyens deviennent grands, ceux qui sont petits deviennent moyens, et que ceux qui arrivent sur le marché deviennent petits et montrent qu'ils ont une chance de promotion sociale. Nous n'avons pas ce schéma-là à la Martinique, parce que ceux qui occupent les postes importants, même dans les cadres moyens,
viennent d'ailleurs, vous font une concurrence absolument déloyale et vous n'avez aucune chance d'espérer monter dans votre pays. Je dis monter parce que c'est comme cela que nous posons la question, nous posons le problème. Donc qu'on ne vienne pas nous parler de questions de race. Il se trouve que nous sommes dans un schéma racialo-racial et raciste et racisant parce qu'on ne peut pas mettre à la tête d'un peuple qui n'est pas blanc une communauté de blancs. Ça n'est pas normal et ça n'est pas un hasard et ça n'est pas... Donc voilà une chose. À la dame qui demande qu'on fasse de l'action, je lui demande quel est son projet de société. Exact, c'est la première chose. Elle veut aller quoi? Elle veut aller dans la rue, battre le pavé et nous dire abat ceci, abat cela. Et nous n'irons pas dire abat les blancs. Parce que tant que les blancs ont la porte ouverte chez nous par les institutions, eh bien ils viendront parce qu'ils n'ont pas de souci de nous. Quand les gens viennent s'installer à notre tête, ils disent pas oui mais monsieur le ministre, monsieur, quand même, ce sont des gens, ils sont grands, ils ont une culture, ils ont une intelligence, ils ont fait des études comme nous. Comment pouvons-nous nous permettre d'aller chez eux et les commander? Non, ils ont, avec tous les privilèges qu'on leur accorde parce qu'ils viennent tenir la place de la France pour elle, tenir le siège chaud pour la France, eh bien, ils viennent bénéficier de privilèges, de promotions, de salaires et d'années de retraite gagnées. Parce que c'est comme ça que la France réussit à convaincre ces gens d'aller la représenter dans ces colonies. Et c'est pour que ces colonies-là, dont elle sent qu'elles bouillonnent, qu'elle les neutralise. D'accord? Maintenant, donc la question, elle est institutionnelle. Quand on nous demande quelle action nous avons fait, je demande à la première dame qui m'a dit qu'elle est révolutionnaire, plus que ça. Je lui demande est-ce qu'elle a compris tout le travail que nous faisons depuis plus d'une dizaine d'années à la Martinique. Émile Cavalentin et moi et d'autres, Monotuka, beaucoup d'autres de notre génération, nous avons fait notre job, madame. Nous avons tenu notre rôle, madame. Si bien que moi-même, je suis dans le collimateur de tous ces gens qui m'ont empêché de mener ma carrière à bien. Donc ne venez pas me dire que vous avez été plus révolutionnaire. Je ne vais plus battre le pavé. Je veux changer les institutions de mon pays pour dire, tant que la France sera celle qui tient les institutions et qui décide, nous serons les esclaves que nous sommes toujours dans la société moderne. Il faut changer le pays, changer les institutions. C'est par des institutions qu'un peuple maîtrise sa destinée. Et si nous ne comprenons pas ça, allez continuer, et puis drapeau, et puis machin, battre le pavé et dire que vous voulez, jamais etc. Voilà. Voilà. Donc tu vois bien que le plus jamais ça n'a pas de sens. Donc c'est une question institutionnelle. Effectivement, à un certain moment, on a parlé d'autonomie. Bon, on a vu autour de nous des pays qui ont accédé à l'indépendance en passant par l'autonomie, la gestion. Mais même ça, nous n'arrivons pas à faire comprendre aux gens que c'est fondamental pour que justement... C'est la base. C'est la base. Au moins, si on veut pas faire le grand saut, au moins passer par une gestion autonome de nos territoires. Mais est-ce que nous sommes prêts à accepter ça? Mais c'est ce que je vous dis. Mais pour quelle raison? On a fait pour quelle raison on ne serait pas prêt? On a posé la question aux gens, pourquoi ils ont voté contre? Non, la question n'est pas posée, c'est pas ça, le 73-74. Mais non, ça c'est des manipulations. C'est pas possible. Et il y a des gens, il y a des gens qui ont fait des analyses. Elles n'arrivent pas sur la place publique parce qu'on n'en parle pas. Mais on sait comment on manipule les gens pour qu'ils ne prennent pas la décision. Parce qu'il y a des gens ici qui ont intérêt à ce que la Martinique reste une colonie, absolument. Ils bénéficient, leurs enfants sont placés, ils bénéficient des grosses miettes, et le peuple, c'est comme en Afrique. Absolument. On a beau dire l'Afrique, ceci, cela, je ne vois aucune différence entre ce qui se passe en Afrique, la corruption, la façon de corrupter, de placer ses enfants en poste et de ne pas s'occuper de la masse du peuple qui souffre. Monsieur Granier, il faut que les gens aillent sur le terrain pour voir la misère qu'il y a à la Martinique. Je vous dis ça parce que moi, je suis sur le terrain. La misère qu'il y a à la Martinique. D'ailleurs, depuis le confinement, il faudra en parler. Allons voir avec la Banque alimentaire combien de gens sont tombés. Parce qu'il n'y a qu'à parler de ceux qui sont tombés en France. Il faut qu'on parle de ceux qui sont tombés ici, qui sont déjà nourris par la Banque alimentaire. Et tous ceux qui tenaient la question et qui ont été cassés de ces petits jobs, coupés de ces petits jobs pendant 2-3 mois de confinement. Je veux qu'on me dise aujourd'hui à combien sont les gens qui vivent, qui mangent par la Banque alimentaire à la Martinique, pendant que d'autres se goinfrent, permettez-moi, se goinfrent
Ils ne savent que faire de leur argent, vont le placer ailleurs plutôt que de le donner à ce peuple qui est à l'origine de leur enrichissement. Et les nôtres qui viennent ramasser aussi des miettes de ces retombées de personnes très riches qui distribuent comme ça un peu d'argent pour se faire, se dorer leur blason. Moi, je veux savoir pourquoi nous en sommes arrivés à ça. Nous qui venons d'une civilisation de la solidarité, où nous étions, nous avions le souci les uns des autres. Comment sommes-nous devenus? Et pourquoi est-ce qu'on ment au peuple, qu'on lui raconte autant de bêtises et qu'on lui fait quoi? Qu'on s'occupe de lui? On lui demande ses voix quand il faut voter. On lui dit, tu n'as pas choisi le 74, alors qu'on l'a empêché de choisir le 73. Et nous savons comment les choses se sont passées. Donc on ne vient pas dire aux gens qui n'ont pas fait le bon choix, soit disant que nous serions dans un système électoraliste tellement juste. Mais non, les magouilles, ça existe partout. Il y a des yeux qu'on remplit, il y a des choses qu'on fait. Et donc, nous avons à balayer devant notre porte. N'oublions pas que nous sommes là pour parler de ce qui se passe aux États-Unis. Mais je refuse Mais c'est le même problème. De toute façon, le problème de George Floyd, c'est le même problème que ce que nous vivons. C'est vrai. Oui, c'est sûr. Alors, et effectivement, il faut à tout prix que nous sortions de cette vision du monde occidental, mais il faut aussi que nous soyons nous-mêmes conscients qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut que nous soyons les maîtres de nos institutions, les maîtres de nous-mêmes. C'est-à-dire que les gens vous disent, comment est-ce que quelqu'un peut vouloir être à la solde de quelqu'un toute sa vie? Il y a un problème. Mais apparemment, les gens ne comprennent pas quand on leur dit qu'il faut leurs propres institutions. Oui. On leur a, comment on dit ça? L'épouvantail on leur a présenté l'épouvantail de la pauvreté d'Haïti, etc. La pauvreté des autres. Regardez, Sainte-Lucie, Dominique, etc. Ce sont des petites îles qui vivent dans la dignité au moins, parce qu'elles sont dans leurs institutions. Donc, quand on dit aux gens, il faut que vous ayez vos institutions pour être décisionnaire chez vous, maître chez vous, ça veut dire, eh bien, que votre école soit à vous, que votre église soit à vous. Votre église est remplie de saints blancs. Alors, bon Dieu fait c'est des gars inutiles. Vous n'êtes pas nécessaire. Vous n'êtes pas qu'à la pose votre cas gêne tellement que vous n'êtes pas qu'à que lui aussi il est important. Vous avez besoin de bon Dieu blanc pour que vous êtes senti que vous êtes en accord avec l'univers. Vos écoles, votre police, votre culture, votre ministre de la culture qui soit au moins un monde qui connaît ça, qui m'en est autant main, qui m'en est autant qu'à manger, pour tisser en l'autre, qui pas connaître en patate de ça, connaître autant main, qui a venir diriger la culture. C'est peut-être pour distribuer des subsides, pour faire que le théâtre blanc arrive à la Martinique, que les blancs aient beaucoup d'espace, que ceci, que cela. Et vous irez voir les grands concerts à l'Atrium remplis d'Européens essentiellement, des théâtres de gens qui viennent d'ailleurs, alors que votre théâtre, il est à peine vu, si jamais il est vu. Enfin, avoir vos institutions, ça signifie que toutes les instances qui prennent des décisions pour vous ne vont pas vous envoyer des Dominicains, des Haïtiens ou des je ne sais venus d'où. On va vous prendre des gens du peuple, de votre pays, qui connaissent chacun dans son domaine les besoins de ce peuple. C'est cela qui est important. Donc, si on veut que les gens comprennent ce que ça veut dire que la France dirige ses institutions, sa police, son service des forêts, son service des eaux, son service des mers, parce que la colonie lui appartient. Comment avez-vous décidé de nommer un directeur de forêt, de mer et des forêts? Sinon parce que la mer et les forêts, chez les nègres que nous sommes, appartient à la France. L'école, parce que ça appartient à la France. L'église, parce que ça appartient à la France. La gendarmerie, la police, parce que ça appartient à la France. Ce sont ces institutions. Quand vous aurez décidé de devenir adulte, vous irez battre le pavé pour une bonne raison. Ça sera donc le projet d'abord. Entre nous, nous allons dire à ceux qui nous dirigent et qui c'est nous-mêmes. Oui, vous avez fait ça comme ça, on n'est pas content. Changez. Mais on ne dira pas, oui, nous avons besoin d'être dirigés par des gens qui viennent d'ailleurs. Parce que nous, en cerveau, c'est cacamol qui nous passe à diriger. Et pourquoi nous rabâcher à longueur de journée que nous visons l'excellence? On va dans les grandes écoles, on va chercher, quand il y a le Covid, dans le monde entier, un petit Martinique est perdu parmi des millions
de gens pour qu'ils viennent nous parler du Covid dans chaque pays. On va faire croire que la Martinique est internationale, qu'elle est plus grande. Arrêtez le cinéma, arrêtez de nous tromper, arrêtez de nous projeter nos yeux trop loin de nous et puis de les sortir des trous. Nous besoin à dans trou pour nous continuer à garder réalité nous et agir à souille pour que nous soyons maîtres de nos institutions. Pas oublier ça veut dire institution. Tout ce qui gère la vie de votre peuple doit être entre les mains de votre peuple. C'est tout. Ça ne signifie pas de collaboration. Ça ne signifie pas de blanc. Ça ne signifie pas de personnes qui viennent participer à votre vie. Nous avons toujours été un peuple, comme on dit, mélangé. Je ne sais pas si ça a un sens sociologiquement, mais nous, en sociologie, on parle de peuple plural. Donc, on n'a jamais fait comme les Blancs, de vouloir faire travailler des gens, prendre tout ce qui nous rapporte et puis jeter en poubelle là. C'est ça qu'a fait et puis nous. Donc on va dire à un moment donné, on va se sortir de la poubelle et le travail qu'on fournit et qui rapporte, qui permet au monde occidental d'être riche comme il est, parce que c'est le travail mal payé des nègres, entre autres, parce que Chinois qui travaillent Chinois, Indiens qui travaillent Indiens et toute qualité race qui travaillent sauf les nègres qui travaillent pour les autres, qui ne savent même pas vendre leur matière première au vrai prix. Et ici, nous sommes là dans un doudouisme, folklorisme, tout ce que vous voulez. Il faut arrêter. Donc, George Floyd, nous saluons sa mémoire. Nous sommes contents qu'il ait réveillé tous ces vieux démons, qu'il ait montré l'hypocrisie du monde actuel qui se met soi-disant un genou au monde. Eh bien, nous qu'a dit, moi, je ne veux pas de je ne veux pas de genou pour moi. Je veux juste que mon travail, les produits de mon travail profitent à mon peuple. Je veux que mon peuple ait la possibilité de monter dans l'échelle sociale, qu'il ait la possibilité de se reconnaître de la valeur et de dire je mérite d'être ministre des Forêts, ministre de ceci, président de la République de mon pays, patati patata. C'est ça que nous voulons, de la justice sociale. N'allez pas nous faire avoir dit que nous ne voulons pas de blanc à la Martinique. Faites bien attention à vos paroles parce qu'il y a du répondant en face. C'est ce que je veux dire, Mano, là, cet après-midi. Très bien. Alors, quelques mots quand même sur les statuts, même si on a dépassé le temps, mais c'est pas grave, il faut quand même en parler un petit peu. Non, mais je crois que la question des statuts, c'est le même problème. C'est-à-dire qu'il faut une statut, je parle... Les statuts, le on est dans le même registre. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une vision tellement coloniale en nous que nous défendons nos oppresseurs. Nous sommes prêts à les défendre parce que nous sommes persuadés que nous avons affaire à une race supérieure, que ce sont eux qui apportent quelque chose à l'humanité, alors que c'est nous qui avons apporté quelque chose à l'humanité. Cette race dite supérieure n'a rien apporté à l'humanité, sinon la prédation, la destruction du monde. Nous le voyons tous les jours, la destruction de la planète, la destruction des peuples. Ce sont pas les Kamites ne sont jamais allés tuer qui que ce soit, où qu'ils soient allés. Ce qui veut donc dire que cette mythologie que nous avons vis-à-vis des Blancs qui nous apportent quelque chose, il faut la sortir de notre tête aussi. Et c'est ce qu'on appelle la colonialité de l'être. C'est-à-dire que notre être est colonisé par la vision du maître. Et nous n'arrivons pas à faire la différence et remettre les choses à leur place. Ce qui veut donc dire que le fait qu'on ait destitué ces statuts, c'est déjà un geste fort qui fait que on commence à sortir dans le mythe. On commence à sortir du mythe parce qu'effectivement, si ces jeunes, notre jeunesse, ces jeunes qui ont compris qu'il faut sortir de ce mythe parce que le coderme n'a rien apporté à l'humanité, rien. Il a apporté la destruction à l'humanité, la prédation de la prédation de tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants. La nature, les hommes, la mer, la terre, c'est ça, c'est son travail. L'air, l'espace. Ce qui veut donc dire que c'est un travail qui est en train de payer. Comme je disais tout à l'heure à Juliette, ça fait 10 ans que nous sommes sur le terrain. Et je réponds à la dame qui disait si on n'est pas sur le terrain. Ça fait 10 ans à 20 ans que nous sommes sur le terrain, à nous battre pour expliquer. Parce que tant qu'on n'arrive pas à une prise de conscience, mais on ne va pas éternellement être
dans un travail de prise de conscience. Il faut que les gens soient aussi comprennent. Cette dame dit qu'elle milite, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que nous avons proposé aussi, dans l'association dans laquelle je suis, nous avons proposé un projet de société. Nous avons proposé un projet politique dans nos Martiniquais. Et les gens ne répondent pas parce que les gens ont peur. Les gens vous disent que voilà, comment on va vivre l'indépendance, etc., etc. Nous sommes un pays où il y a du soleil. Nous avons toute la matière première pour réaliser tout ce que nous voulons, plus les connaissances que nous avons. Et une petite observation par rapport à ce que disait la dame concernant la terre. Observez bien que toutes les terres saines, c'est-à-dire qui n'ont pas été chlordéconées, sont utilisées par les béquets pour faire des immeubles, des constructions ou des centres commerciaux et qui sont en train de gréver une possible autonomie alimentaire dans le pays un jour. C'est-à-dire qu'ils savent, et ce n'est pas innocent, ce sont des projets, c'est un projet à long terme. Ils savent très bien qu'en détruisant ces superficies qui sont encore cultivables, eh bien, nous n'aurons pas d'endroit à cultiver pour suffire à la population si un jour nous passons à l'autonomie. Donc, il faut absolument que les Martiniquais ouvrent les yeux. Et en plus de ça, ils construisent des immeubles qui sont vides. Parce que les loyers sont trop excessifs pour les Martiniquais. Ce sont des Blancs qui viennent les occuper. Ils sont pour eux. Et puis, il y en a... Et des immeubles qui restent vides, pour des bureaux qui ne sont pas terminés. Qui restent vides. Ce qui veut donc dire qu'il faut que le Martiniquais comprenne que ce n'est pas un projet institutionnel seulement qu'on peut régler la question du racisme, la question de tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons au quotidien, la question aussi de notre école, de notre santé, etc. Ce qui veut donc dire qu'on a besoin justement, ces jeunes, s'ils sont compris ça, eh bien nous sommes prêts aussi à les accompagner. J'ai été... Alors, Juliette, sur cette histoire de statut déboulonné, eh bien, on va demander aux gens de regarder l'émission Raison pratique de demain qu'on a faite de mercredi 10, je pense. Voilà. Parce que comme cette émission va être rediffusée aussi plus tard, donc c'est pour qu'ils ne s'embrouillent pas. Voilà, mercredi à 20h30, donc demain à 20h30, parce qu'on a j'ai posé la question donc à 2 jeunes qui ont accepté de venir parler de leur action. La question, moi ce que j'ai dit, c'est... que j'ai été, et je le dis en toute sincérité, stupéfaite de cette unanimité de la classe de l'élite martiniquaise. Mais quand je dis stupéfaite... Qui ont condamné. Qui ont condamné, mais unanimement. Et puis dans des termes extrêmement péjoratifs, et puis moralistes, et puis incompréhensibles. Et c'est vraiment... là que j'ai compris. J'avais toujours dit, en 2006, j'avais déjà écrit un texte qui s'appelle « Au secours de notre jeunesse » qui avait été publié dans le France-Antilles de l'époque. Parce que je sentais, je revenais au pays et je prenais un peu le pouls de la population, de ce qui se disait, et j'avais le sentiment d'une population extrêmement anti-jeune. Et quelque chose qui était tellement difficile à accepter, même quand on est adulte, que je me demandais comment les petits malheureux se débrouillaient dans une telle ambiance. Eh bien là, je l'ai revu, je l'ai ressenti, cette unanimité de leur condamnation. Et quand j'ai vu les contenus, je me suis dit, mon Dieu Seigneur, alors pour le coup, mon Dieu Seigneur, la Vierge Marie, parce que je ne comprenais plus rien. Quand le pays a été empoisonné au chlordécone, quand il y a eu je ne sais plus quels autres scandales, les petits malheureux étaient seuls à se battre. La société civile, menée par sa jeunesse, parce qu'elle a compris que c'est elle qui va prendre du fer dans cette histoire d'un sol contaminé. Dans quoi elle va vivre si, effectivement, ce qu'on a conçu pour elle comme projet, c'est pas aller virer, parce que mon pas en l'eau virer, mon en l'eau aller, et mon quoi que ça va continuer dans le aller. Donc la question c'est, si les gamins décident qu'ils veulent vivre dans leur pays, quelle chance ont-ils de pouvoir s'y épanouir?
Et c'est ça qu'ils ont compris qui fait qu'ils sont comme ils sont. Et au lieu de regarder la tragédie que vit notre jeunesse qui n'a pas de place, qui n'est pas entendue, avec des fausses politiques pour les faire, soi-disant, les occuper, leur donner des subsides qui leur permettent d'envisager, de ne pas envisager de projets. Beaucoup de nos jeunes refusent de faire des enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter, d'avoir une maison, ni de les bien entretenir. Ils refusent de se reproduire dans un pays où on dit que les jeunes sont, enfin tout ce que la population vieillit, les jeunes ne veulent plus faire d'enfants parce que vivant dans la précarité, ils n'ont pas les moyens de faire face aux dépenses que coûte un enfant. C'est d'abord d'abord des dépenses, même si émotionnellement nous concevons les choses autrement. Pragmatiquement, un enfant a besoin qu'on ait un budget pour l'entretenir. Donc la difficulté, quand j'ai vu que pour le chlordécone, personne n'a bougé, il y a des gens qui ont fait de petits gestes symboliques, personne ne s'est aligné derrière les jeunes, personne n'est monté au créneau, personne n'a condamné unanimement les fauteurs, enfin ceux qui ont fait causer ce drame pour notre pays apparemment, puisque nous sommes condamnés pour 700 ans, et tous les jours nous entendons aux avis d'obsèques que la tranche d'âge qui part, c'est celle qui a des enfants en bas âge. Donc ce sont des enfants qui sont orphelins très tôt. Qui est-ce qui continue leur éducation? Il y en a qui ont perdu les 2 parents par les cancers nombreux. Qui est-ce qui continue leur éducation? Qui est-ce qui va faire qu'ils vont pouvoir continuer les études, etc. Cette société radine qui n'a jamais d'argent, d'ailleurs, ça n'est pas tout à fait faux, puisqu'elle dépend des subsides qu'on veut bien lui donner. Donc il y a un problème gravissime d'irresponsabilité de notre élite. Et je le lui dis, les yeux dans les yeux, je lui dis que les jeunes qui sont en train de vous dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils refusent, ce que nous avions déjà interrogé depuis longtemps, mais peut-être que nous n'avons pas eu le courage de faire. Je ne sais pas si mettre Cher par terre résout le problème de l'assimilation, de la colonisation. Je ne sais pas. C'est juste qu'ils disent qu'au moins, vivent dans un paysage où ils se sentent reflétés, avec des gens qui leur ressemblent. Comme à la Guadeloupe, vous voyez des gens qui vous ressemblent, et vous vous dites, là, je suis vraiment dans un pays mien. Partout où vous allez à la Martinique. Et Saint-Joseph, c'est vraiment pour des Martiniquais qui sont morts dans le crash. Ce que vous avez vu, ce que vous voyez dans un carrefour à Saint-Joseph, c'est vraiment une claque à notre... Et c'est comme si nos corps sont... C'est cela qui les gêne. Notre couleur, c'est cela qui les gêne. Il faut absolument qu'ils prennent, qu'ils soient devant, qu'ils soient ceux-là qu'on voit, qu'on remplace. C'est agoulogrophale. Et cet agoulogrophalisme-là, les nôtres l'entretiennent. Parce qu'eux aussi, quand ils font de la publicité, quand ils font des spectacles, il faut qu'il y ait des blancs dedans. Il faut qu'ils mettent le blanc en avant. Dans le journal télévisé, eh bien, des fois, vous vous dites, mais c'est pas croyable. Il y a un seul blanc parmi 600 personnes, c'est lui qu'on voit, c'est lui qu'on interroge, c'est lui. Mais c'est hallucinant. On sent qu'il y a un projet derrière. On sent que ce n'est pas un accident ou des accidents. Donc, il y a bien quelque chose qui est de l'ordre d'une vaste fumisterie dans notre pays, qui est entretenu par nous, par notre élite, et qui fait que quand la question de Schellcher, que les gamins présentent comme un colonialiste, écoutez-les demain à l'émission, et présentent comme un colonialiste, ils disent pour quelles raisons ils n'en veulent pas. Et ça n'est pas entendu. Notre élite, moi, il y a vraiment une élue de la ville de Fort-de-France qui m'a profondément choquée. Et j'espère qu'elle va revenir sur son discours. Parce qu'on ne peut pas être, j'allais dire martiniquais de fraîche date, une minorité dans la population, et venir donner des leçons aux gens, parce qu'ils sont panafricanistes, ils ont le droit de se revendiquer de leurs racines. C'est pas parce qu'avec votre enseignement d'histoire, vous ne leur avez pas appris d'où ils venaient, qu'ils vont mourir ignorants de cette histoire parce que vous n'avez pas joué votre rôle. Ils ont le droit d'être panafricanistes, comme vous êtes assimilationnistes, comme vous faites la politique de l'autruche et de tout ce qui fait que la Martinique demeure une colonie. Donc, les statuts, ça a été pour eux, si vous voulez, une action par laquelle ils ont pensé qu'ils pourraient se faire peut-être entendre par cette société sourde et aveugle à leurs besoins.
Voilà, donc nous avons terminé, mais avant, je voudrais, Grégory, que tu nous présentes les livres d'Esmeralda, Juliette, s'il te plaît, pour qu'on puisse peut-être nous en dire 2 mots. Est-ce possible? Voilà. Alors ça, c'est pour continuer à travailler pour que nos petites filles s'aiment, se trouvent belles tout naturellement, et le plus tôt, dès leur plus bas âge. Donc j'ai continué. J'ai écrit La poupée d'Isis pour leur montrer qu'elles sont belles et que la poupée avec laquelle elles jouent, elle doit leur ressembler pour qu'elles se construisent, puisque la poupée est un objet identitaire. Et là, je pose la question, dans Les vacances d'Isis, elle est au contact d'une petite blanche, et à ce contact de cette petite fille qui connaît bien son histoire et tout ça, qui n'est pas française pour des raisons stratégiques, eh bien, elle va découvrir que la fille maîtrise son histoire, son environnement, et elle va se demander, mais qu'est-ce qui fait que je suis une bonne élève, puisque je ne sais rien de tout ça, je ne sais rien de moi, je suis complètement... Donc, elle va exiger de ses parents qu'on lui raconte son histoire. Quand elle va aller ailleurs, elle va essayer de comprendre pourquoi nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, et pourquoi on s'entend si bien avec les Européens, sinon parce que nous-mêmes, on n'est plus des nez, enfin des Kamites investis d'une culture qui est bien à nous, puisque les autres voient en nous un pâle reflet d'eux-mêmes. Ça, c'est Les vacances d'Isis. Alors, on voit l'autre brochure. Alors, ici, j'ai déjà fait un travail assez long sur la question du cheveu, mais ici, il s'agit de parler de la race des Égyptiens anciens, de l'Égypte antique, puisqu'il y a une polémique sur leur couleur. Donc j'ai montré dans tout le premier chapitre que ce sont des Noirs et pour quelles raisons on peut l'avancer. Toutes les polémiques racistes qui ont eu cours et qui ont encore cours à ce niveau-là, en prenant les visages des Égyptiens anciens, des premières dynasties jusqu'à la 10e, 18e, on voit que ce sont des Noirs coiffés avec des tresses et qui portent des parures, etc. Et dans le dernier chapitre, je montre que les Grecs dont les Blancs se revendiquent d'être les descendants, les Grecs, les Romains, ont tout copié de l'Égypte antique. Donc toute leur histoire, de l'esthétique notamment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les mathématiques, les pyramides, etc. Moi, je travaille sur le corps pour montrer justement qu'il est aussi important et aussi ancien que ces pyramides dont on parle. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre livre? Le petit dernier, c'est Johan et les crabes. Ça, c'est pour faire exister aussi un petit garçon noir, puisqu'on ne les voit pas, nos enfants, dans les médias, dans les livres, en tout cas pas en tant qu'acteur. Et donc, Johan, c'est un chasseur de crabes, et il était censé raconter l'histoire de ce plat qu'on mange en matété, mais qui est atoutou en langue fon. C'est un plat qui nous vient du Bénin. Et donc, il est chasseur de crabes et il raconte toute la tradition de cette pratique-là, de pêcheur, de chasseur de crabes. Et puis à côté de ça, il a lu un tas de livres, depuis les anciens, le Père Labat, etc., de gens qui racontent ce qu'ils ont vu quand ils sont arrivés ici, avec les Amérindiens, avec d'autres gens, et pourquoi justement, enfin, son but, c'est de montrer qu'au fond, la façon qu'on a de manger les crabes, les Caraïbes ont bien mangé des crabes, mais ils n'ont pas mangé les crabes comme les Africains, les afro-descendants l'ont fait, et c'est une histoire qui est pédagogique pour les enseignants, pour les parents et pour les jeunes, surtout de l'âge de... Alors, on peut trouver ces livres où, Juliette? Alors, je donne d'abord un lien pour me demander l'information. Les deux, pour les jeunes, les ados, vont arriver peut-être courant juin. Celui-ci, on peut le trouver à la librairie antillaise, la question de cheveux d'appoint, on le trouvera à la bibliothèque. Et puis j'ai une émission bientôt avec Atrium. Je vais vous raconter un peu le contenu de ce livre-ci, d'accord? Donc suivez ce qui sort à l'Atrium et vous verrez. Donc librairie antillaise, autrement, vous m'écrivez à info@julietteesmeralda.com et je vous répondrai. Quand le livre sera à la Martinique, je vous dirai où vous le trouverez, mais il sera de toute façon aussi à la librairie antillaise. Et on vous le dira aussi à Zouk Télévision pour vous faire savoir que le livre est ici. Voilà. Merci beaucoup, Milka Valentin. Merci bien pour cet échange. À Juliette Esmeralda, merci beaucoup. Merci. Je pense que les téléspectateurs de Zouk Télévision, aujourd'hui, nous étions aussi sur Facebook en direct. Donc, je pense que le monde nous voit maintenant grâce à Facebook et on aura peut-être des retours par rapport à cette émission.
et peut-être en faire une autre pour parler des statuts et de l'indépendance éventuelle de la Martinique. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Ce fut un plaisir, mesdames. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Grégory et aussi à François. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. Bye bye.